C'est donc la 11e conférence de l'association, après 2 années d'existence, donc un rythme assez soutenu, sur des sujets très différents. Ce soir, c'est un de nos adhérents, Philippe Letellier, qui... Alors c'est prévu dans nos statuts, savoir que chaque adhérent peut être apporteur d'idées, d'une idée de conférence avec des conférenciers. Et donc ce soir, c'est Philippe Letellier qui présentera la soirée. Je vais lui laisser la parole pour représenter le sujet et ses invités. Merci. Merci Didier. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est face aux vérités alternatives. Vérité alternative, déjà ça fait un peu bizarre comme vocable. Quelle approche scientifique de la vérité? Donc côté science, on verra derrière. De quoi on veut parler là-dessus? Vous avez dû remarquer qu'on entend des tas de choses où on se demande ai-je bien compris? Je croyais à l'école toute petite école, on m'avait appris des choses que j'avais l'impression être assez solides, qui sont plus aussi solides aujourd'hui. J'ai lu des statistiques, 16% des Américains sont platistes. Platiste, ça veut dire qu'ils pensent encore que la Terre est plate. Donc avec les images qu'on a vues, avec un certain nombre de sciences qu'on a pu développer, ça fait un peu bizarre, mais c'est pas nécessairement, on peut pas balayer ça d'un geste, c'est des faibles d'esprit. Je pense que c'est plus compliqué que ça, et c'est un peu le sujet qu'on va aborder. Il y a tous les créationnistes aussi, un peu le même genre. Il y a les aspects on n'a pas le consensus, on va peut-être pas bouger maintenant, on peut attendre encore 10 ans, et puis on voit les résultats qu'on obtient avec ce genre de jeu. Il y a des détournements de mots, c'est assez surprenant de voir comment des mots qui étaient utilisés pour dire quelque chose sont détournés petit à petit, veulent dire plus grand chose. Et alors dessus, si on se souvient de Orson Welles, la novlangue, et son point de vue, c'était l'objectif de cette novlangue est de parvenir à l'anéantissement de la pensée et remplacer le sens par le signal. C'est que ça va très loin d'un point de vue politique. En éliminant le langage, on élimine la pensée, et donc on élimine l'esprit critique, et donc on élimine la démocratie. Donc ce sujet de fake news, on a l'impression que c'est les réseaux sociaux, c'est pas grand-chose. En fait, c'est les fondements de ce sur quoi on a bâti nos sociétés qui est en jeu. Donc c'est pour ça que ça nous semblait extrêmement important d'aborder ça. Et alors on aurait pu le prendre de tas de façons. Il y a des tas de gens qui s'intéressent à ce qu'est la vérité et qui essaient de construire des approches pour construire des vérités partagées et pas des vérités alternatives. Ça aurait pu être des magistrats. Leur boulot, c'est d'aller chercher la vérité dans un magma qui est assez compliqué. On n'a pas invité les magistrats. Ça aurait pu être des historiens qui aussi, par rapport à des tas d'informations qu'on a un peu diverses, des points de vue très différents, essaient de, à partir de ça, sortir une vérité. On voit ce qui se passe, par exemple, avec la guerre d'Algérie. Tout le travail qui est fait à l'heure actuelle par le groupe d'historiens français algériens pour essayer de dépasser toutes les haines qu'il y a pu y avoir et essayer de sortir une histoire de ça. On voit qu'ils ont des démarches sur la vérité. Il y a les journalistes d'investigation, évidemment. Et alors, ce soir, on va focaliser sur l'approche scientifique. Alors, c'est un des points de vue, c'est celui qu'on connaît le mieux. Donc, on va essayer de parler de ça. C'est un milieu qui, depuis des siècles, a construit des approches pour se mettre d'accord au niveau de la communauté sur ce qui est considéré comme une vérité aujourd'hui, qui évoluera parce qu'on va découvrir des nouvelles choses, et un certain nombre d'approches de ce type. Donc, pour aborder ces sujets, on a invité deux scientifiques de très haut niveau, Jean-Louis Quatrieux, qui est rennais, qui est chercheur. Il est incroyable parce qu'il ne fait pas que dire la vérité, il dit aussi des mensonges. Il est écrivain, poète, il a des dimensions de partout. Il a été directeur de recherche, il est directeur de recherche émérite à l'INSERM, donc c'est quelqu'un du numérique, mais avec une tendance santé.
On a Francis Jutan avec nous, qui est prospectiviste, qui est un ancien enseignant-chercheur, qui a fait du management et de l'orientation de la recherche et qui a été l'ancien directeur scientifique et directeur adjoint de l'Institut Mines Télécom. Donc l'Institut qui regroupe toutes les écoles d'ingénieurs de télécom et de ce qu'on appelle les mines. Et on a le prince de la vulgarisation. La vulgarisation, je trouve que c'est pas un mot excitant. Mais on verra dans le sujet qu'on aborde, c'est un point clé, parce que la science, on va essayer de montrer comment elle aborde la vérité, la connaissance et ce qu'elle arrive à générer. Mais une fois qu'elle a fait ce boulot-là, il faut arriver à traduire ça dans quelque chose qui est compréhensible par l'ensemble de l'Assemblée, et c'est pas un mince sujet. Et Michel a passé sa carrière dans ce challenge-là, et a été le fondateur et le directeur de l'Espace des Sciences, qui est une des perles qu'on a sur Rennes. Et comme une perle, ça décide à collier, il a décidé de pousser à Morlaix. Il va y avoir un nouveau Espace des Sciences, donc la Bretagne va être bien servie. Donc on a un peu toutes les dimensions du problème. Donc pour démarrer, Jean-Louis, est-ce que tu peux nous rappeler un peu la démarche, la méthode scientifique, comment on aborde la création de savoir, la création de connaissances et cette notion de vérité? Oui, c'est un exercice difficile que je vais essayer de faire avec vous. Alors, je suis chercheur, effectivement, et un chercheur qu'on pourrait dire passionné. Alors, peut-être pour simplifier, mais pour donner des repères en même temps au débat ce soir, qu'est-ce qui se passe dans un métier comme ça? Quand on démarre, alors est-ce que c'est une idée? Le micro marche pas. Ou dessous. Ah. Est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est une intuition? Est-ce que c'est une hypothèse? Est-ce que c'est un objectif qui nous fait démarrer un processus qui est long? En tout cas, on part généralement de quelque chose d'important à notre sens. Et puis, pour le développer, on va définir un protocole, on va éventuellement réaliser un banc expérimental, le concevoir et le réaliser. À partir de là, on va expérimenter, bien entendu, et on va collecter des données. Ces données, il va falloir les analyser, souvent avec des moyens statistiques, par exemple. Et ces résultats statistiques, il va falloir les interpréter. Donc, vous voyez qu'il y a déjà un certain nombre de passages qui sont assez classiques. Alors, c'est vrai que les sciences humaines et sociales ont peut-être des schémas un petit peu différents de celui-là, mais disons qu'on rencontre des étapes proches de ce processus. Et l'étape finale... C'est bien que tu touches le menton, ça va être plus facile. L'étape finale, c'est de publier ou de breveter. Et donc on voit déjà sur ce long processus, et ce temps long en général, qu'il y a plein de défauts possibles, plein d'erreurs qui peuvent être commises. Et un des enjeux de la recherche aujourd'hui, c'est justement de mettre en place des mécanismes qui vont essayer de limiter ces erreurs sur le chemin. Alors je pense qu'on y reviendra après, mais ça vous donne déjà une idée de la manière dont on peut aborder les choses dans notre métier. Et on va voir que, évidemment, autour de ça, il y a une richesse extraordinaire. Merci Jean-Louis. On voit, vu la complexité des méthodes et du process pour atteindre un résultat, que ça va être un peu difficile de répondre à une fake news qui est générée toutes les 22 secondes sur le net. Et c'est l'enjeu qu'il va falloir pourtant aborder. Donc il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de résultat sans hommes, sans femmes qui travaillent. Et dans la science, il y a une notion de communauté qui est extrêmement importante et de reconnaissance par la communauté qui est extrêmement importante. Francis, est-ce que tu peux nous parler de comment fonctionne la communauté et les outils qu'elle a mis en place? Oui, donc Jean-Louis a bien travaillé et il a écrit une publication. Enfin, il fait une proposition de publication.
La science a des méthodes pour valider tout ça, cette notion de vérité, de qualité, de loi. Hein. Et donc, il y a quelque chose de très puissant qui est la revue par les pairs. Ça veut dire qu'on soumet un article et il y a des scientifiques du même domaine en général qui vont lire cet article, cette proposition, qui vont effectivement éventuellement faire des propositions, des suggestions qui vont revenir aux chercheurs. Donc il y a eu un système très solide qui a été bâti autour de cette revue par les pairs. Le problème, alors cette revue par les pairs, le problème est qu'effectivement la science c'est fait aussi par des femmes et des hommes, hein, et il faut des ressources pour faire tout ça. Donc très vite, au bout d'un moment, et aussi ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un chercheur, ce qui est important pour lui, c'est aussi trouver cette forme de vérité, trouver et d'être reconnu. C'est très important. Donc, quelque part ensuite, à partir de ça, eh bien, il y a les systèmes qui ont pu, on a donc développé les publications, les promotions par le nombre de publications, par exemple. Donc, il y a eu petit à petit une montée en performance, c'est comme dans le cyclisme, montée en performance et au bout d'un moment, la tentation du dopage. Donc, le dopage, ça peut se faire d'un tas de façons. Une façon aussi, c'est effectivement de faire des propositions, des résultats qu'on a un petit peu aidé, trafiqué, ou carrément trafiqué, ça arrive aussi. C'est pour ça que la revue par les pairs, la reproductibilité, c'est quelque chose d'important. Moi j'ai une sœur chimiste, tout de suite ils refont les expériences pour voir si c'est bon. Et ensuite, si on continue, donc on a aujourd'hui un excès par dopage, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus tous les grands organismes dotent de responsables d'intégrité parce qu'il y a effectivement des choses qui sont publiées qui ne sont pas vraies. Même dans la science. Et ça s'explique très très bien. Et aussi, il y a le problème aussi, chaque scientifique est passionné, comme on l'a dit. Donc son domaine, c'est très important. Et quand il faut accéder à des ressources, il y a deux sortes de ressources, il y a les ressources publiques et les ressources privées. Quand il faut accéder à des ressources publiques, il y a des conseils qui vont dire tel sujet est important ou pas, donc il faut conquérir ce conseil. Et parfois, là, les luttes peuvent devenir féroces. Il y a un grand penseur qui s'appelle René Girard qui a été viré par Lévi-Strauss de France. Il lui a dit, toi, tu n'auras jamais de poste dans l'université tant que je serai là. Donc ça existe aussi, ces luttes-là. Donc il y a, sur une base de monde scientifique très solide, avec des valeurs dans lesquelles on peut investir, il y a effectivement une forme soit de marchandisation ou de médiatisation des scientifiques. Vous voyez qu'un prix Nobel, dès qu'il a le prix Nobel, on lui pose des questions à peu près sur tout. Donc ça peut rendre aussi un peu fou. Donc il faut effectivement, les organismes se dotent de moyens de diminuer ce genre de fraude, ce genre de tentation. Et la dernière chose, c'est qu'effectivement, on a besoin d'argent pour payer des doctorants quand on est chercheur. Et effectivement, il y a les entreprises, il y a les relations avec les entreprises qui peuvent être très très vertueuses. Et puis de temps en temps, elles peuvent l'être moins parce qu'il y a d'autres enjeux. Mais là, ça nous entraînerait dans d'autres discussions. Ouais, sur les questions peut-être. Oui, je pense que ce qui est intéressant là, c'est la science, la pure science. C'est un beau concept. C'est pas plus pur qu'un autre milieu. Il y a aussi des problèmes. Mais la force de la communauté, quand même, filtre ces choses-là pour arriver à converger vers un consensus sur ce qu'est la vérité, l'état de l'art. Ça me rappelle quelque chose quand je poussais des étudiants à Télécom à faire des thèses. Je leur disais, une thèse, c'est 3 ans. Ça, c'est la base de la recherche. Il y a une durée de 3 ans qui est quand même très structurante. Et je leur disais, vous avez 1 an pour refuser la question et la reformuler, pour que ça soit une vraie question de recherche, que ça soit bien large, qu'il y ait de la matière. Vous avez 1 an de créativité, on a l'impression que la recherche, c'est que de la créativité. Vous avez 1 an pour sortir une idée, et après, vous avez 1 an de communication. 1 an à publier, etc. Et cette notion-là, donc là, on voit encore, par rapport à ce qu'on a dit, ce que Jean-Louis disait juste avant, c'est que la gestion de la communauté nous rajoute encore du temps avant d'arriver à un consensus pour dire ouais, là on a fait un pas et oui, la Terre est ronde quand même, ça fait, c'est clair, ça. Mais ça met du temps pour converger, et ce temps, on pourrait dire c'est pas bien, la vitesse on est aujourd'hui, il faut qu'on aille beaucoup plus vite. Non, parce que c'est l'assurance qualité en fait. Et ça, si on la fait sauter, on est comme les autres et on va sortir du fake news à tour de bras. Alors là, on a abordé la méthode et la communauté scientifique. Ce que je propose, c'est qu'on coupe à ce moment-là
et qu'on prenne, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes de questions-réponses. Et après, on va aborder le problème de comment on peut partager cette approche qu'on a dans le monde scientifique avec le commun des mortels et tous ces problèmes de vulgarisation, on trouvera un mot plus joli, pour faire que il y ait une force des résultats de la science qui arrive à contrebalancer certaines terres plates et autres créationnistes. On peut prendre des questions si vous en avez. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez évoqué la difficulté à développer de la recherche. Or, on se rend compte en ce moment que la recherche est avide d'argent, de moyens d'abord pour le matériel, pour les travaux qui sont nécessaires. Or, les chercheurs sont obligés de passer un temps considérable sur la recherche de financement et très souvent de se remettre à des financements privés faute d'argent public suffisant. Alors, je voudrais savoir quel impact, de votre point de vue, cela peut avoir sur la qualité des travaux, sur le sujet des travaux, l'objet des travaux qui sont menés et la qualité des travaux qui en sortent dès lors qu'il y a des financements privés très souvent à la clé. Merci. Je veux... D'abord, la réponse peut dépendre des domaines scientifiques dans lesquels on est. Moi, j'étais dans un domaine de recherche qui était des télécoms, du numérique, et quelque part, c'est un domaine où on construit son sujet de recherche. Puisque, effectivement, c'est le développement de tous ces réseaux, ces moyens de communication, le traitement de signal, tout ça dedans, qui va se faire si le réseau, si le système se développe. Alors que quand vous étudiez un écosystème naturel, vous avez déjà un sujet, et c'est différent, votre rapport, quelque part, à la construction du domaine n'est pas le même. Donc nous, on travaillait avec les entreprises sans aucun problème, puisque finalement, on avait le même but, qui était de développer des couches, des systèmes de traitement d'information numérique, comprendre les lois, la théorie de l'information et tout. Dans d'autres domaines, c'est vrai qu'il y avait une notion de pur et d'impur. Donc l'argent public, c'était pur, et l'argent privé, c'était impur. Bon, on sent bien que c'est un peu enfantin, puisque on n'est pas des moines, les chercheurs. On n'a pas comme ça quelque chose de droit divin qui nous dit que forcément, quand il y a quelque chose, le public devrait y pourvoir. Surtout qu'en ce moment, l'État n'est pas forcément très pécunieux. Mais je ne veux pas être plus long pour qu'il y ait plus de... Peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans un projet de recherche, tu as le fait que tu as besoin de l'application, tu as besoin de savoir comment ça va se transformer. Et c'est l'argent privé n'est pas que honteux, il apporte aussi en même temps que l'argent, il apporte le cas d'étude avec une compréhension des ingénieurs de la boîte qui a partagé avec le chercheur. Oui, peut-être quelques éléments supplémentaires. Dans mon processus tout à l'heure, le démarrage, c'était une hypothèse, une idée, une intuition, etc. Ça coûte pas cher. C'est après que, évidemment, les problèmes de coût se posent. Mais il faut quand même repositionner ça dans un contexte plus général. Et le contexte plus général, c'est: a-t-on les moyens de financer la recherche comme nous souhaiterions qu'elle le soit? Et la question se pose en France sur tous les sujets qui sont dans la grande presse aujourd'hui. Où mettre les priorités? Sur quel domaine mettre les priorités? Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a quand même des financements pour la recherche en France. Il y a quand même des postes de chercheurs et des postes d'enseignants-chercheurs, des postes d'ingénieurs de recherche aussi. Et puis, les régions, et en particulier la région Bretagne, parce que c'est peut-être pas très connu, la région Bretagne investit beaucoup en recherche, et en particulier sur des financements de bourses de thèse pour les jeunes. Et donc, c'est une des rares régions qui a véritablement une politique de soutien de la recherche à son niveau, bien entendu. Donc, il y a toujours des besoins, en particulier dès qu'il est question de grands instruments, mais dans beaucoup de domaines, on peut quand même avancer. Alors, vous imaginez bien que la compétition internationale, parce que la recherche veut dire le monde en face de nous, c'est clair que la compétition se situe à ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a certains pays qui investissent plus
plus que nous. Et c'est pour ça aussi qu'une de nos responsabilités, c'est de motiver les jeunes à s'engager dans ces métiers, parce qu'il va y en avoir besoin demain. Sur le plan des relations avec l'industrie, j'ai connu quand même, et je pense Francis aussi, une période qui était quand même très difficile, où les rapprochements étaient considérés très mal vus. Je crois qu'on a fait du progrès à ce niveau-là. Et personnellement, je travaille dans le domaine médical. Et si demain, on était capable de passer de la recherche à ce qu'on appelle le lit du patient, eh bien, le pari serait gagné. Et pour passer de la recherche au lit du patient, eh bien, il y a forcément une société, une entreprise qui devra intervenir à un moment donné. Peut-être juste un petit complément aussi, parce que on peut dire que si l'argent public finance un chercheur, le chercheur doit quelque chose au public pour l'économie, la société. Et il y a deux flux qui sont extrêmement importants pour justement avancer, avoir des idées, réaliser. C'est d'un côté, je fais une découverte scientifique, a-t-elle des applications possibles? Va-t-elle changer quelque chose? On appelle ça des fois du translationnel. Et le domaine médical est un domaine où on y va très 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 vite. Mais parce que aussi il y a le second mouvement. C'est ceux qui font. Par exemple, un chirurgien, il sait que s'il a besoin de nouvelles technologies peuvent l'aider, il va y aller à fond. Et il va poser des questions aux chercheurs qui sont aussi extrêmement fécondes, extrêmement intéressantes pour sa recherche. Donc il faut vraiment, cette histoire de public-privé est quelque chose qui doit être dépassé par le rôle du chercheur, son rapport à la société, à l'économie et la richesse, parce qu'on voit des domaines scientifiques où l'imagination s'était un peu attrissée parce qu'effectivement il n'y avait pas ce lien, cette dynamique-là, quoi. Donc pour moi, et en plus dans une période difficile pour les finances publiques, il faut que ce soit les entreprises aussi qui prennent le relais. Le premier, c'est le là sur la publication scientifique. Alors, pour être clair, moi, toute ma vie, j'étais chercheur, enseignant-chercheur dans le supérieur. Donc là, c'est un domaine que je connais particulièrement. Donc, depuis une dizaine d'années, on a vu assister à la création de revues, d'accord, scientifiques ou de conférences scientifiques qui étaient, pour rester correct, appelons ça du pipeau. Envoyez-moi un article, je le publie dans 3 jours. C'était surtout d'origine asiatique, ce genre de choses, qui provenaient. Et il y a un certain nombre de jeunes qui se sont fait avoir. Je veux dire, ils ont fait. C'est pas des thèses qu'ils avaient, en fait, c'était au mieux un diplôme de certificat d'études, enfin, avec ça, je veux dire, en supposant qu'on a un certain d'orthographe, bien sûr. Je veux dire, et ça a contribué à démystifier aussi, dans pas mal de cas, l'approche scientifique. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est sur le... Alors, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Pour moi, une thèse, c'est finalement apprendre à se poser les bonnes questions. Ça, c'est fondamental, je veux dire, parce que ça nous suivra toute la vie. Et j'ai des fois comparé la période de thèse un petit peu à une activité monastique dans laquelle on passe 3 ans très concentrés sur un sujet, on sacrifie les week-ends parce qu'on aime travailler. Il faut aimer ça, je veux dire. On se crée un réseau de relations. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment ça s'appelait, cloud, ça m'a toujours fait rire, le mot cloud, dans le cloud, je veux dire. Quel est le cloud aujourd'hui? Alors, au Moyen-Âge, il y avait déjà des clouds, ça s'appelait des monastères. Il y avait déjà des postdocs, ça s'appelait des moines, qui allaient de monastère en monastère pour transmettre les connaissances, les livres, etc. C'est des concepts, vous voyez, qui n'ont rien de nouveau. Ça, je veux dire, on l'a repeint de notre couleur. Il y a toute une partie de mystification aujourd'hui qui consiste à peindre en bleu ce qui avant était en rose. Ça, je suis très dur là-dessus. Alors ensuite, il y a aussi le fait que la recherche ne se pose pas dans les mêmes termes selon que l'on fait, par exemple, je prends 2 disciplines extrêmes, par un certain sens, les mathématiques, qui sont la discipline pure par excellence, disons, et les disciplines plus expérimentales dans lesquelles je mettrai la pharmacie. Donc, je vais développer un petit peu. Alors, la recherche est publique, vous publiez, votre article n'est pas accepté, mais vous travaillez encore, etc. Il est accepté, il est public. Il est dans des revues que tout le monde peut aller lire. Et en mathématiques, vous faites un théorème, il y a la démonstration, d'accord, tout le monde peut la lire. Alors, peut-être que tout le monde n'est pas capable de la lire, mais c'est à la portée, enfin, c'est public, je veux dire. Il y a des tas de mathématiciens qui vont voir est-ce que c'est correct, c'est qu'il y a écrit ou incorrect, et des fois c'est incorrect, et très souvent c'est correct, bien sûr. Et à l'autre extrême, alors on l'a vu, l'exemple c'est le Covid, par exemple, ça a été une illustration de ça. Dans certains domaines expérimentaux, les gens qui ont fait des publications sur le Covid ont été incapables de les reproduire. Or, la reproductibilité des choses, des expériences, est un critère fondamental de la science.
Si on ne peut pas reproduire, on ne fait pas de la science. Alors, et ça me paraît fondamental, extrêmement important de mettre. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de fake news, je veux dire, entre le platisme ou tout un tas de choses, c'est incroyable. Alors, je reviens sur les réseaux sociaux. Moi, je suis le premier à les critiquer fortement. Je suis dans très peu de réseaux sociaux. D'accord ? Ceci étant, c'est nous les réseaux sociaux. D'accord ? C'est nous. C'est-à-dire, quand vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux, si c'est faux ou vrai, c'est vous faites partie des réseaux sociaux. Donc les critiquer, c'est bien, mais je pense qu'il y a aussi peut-être, quand on est petit, on apprend qu'il y a des choses bien et des choses pas bien. Mais là, c'est pareil, dans les réseaux sociaux, je pense que chaque fois qu'on voit des choses pas bien, il faut le dire, il faut le crier haut et fort. Quand on voit, il n'y a aucun contrôle. Le processus de peer reviewing qui a été décrit par Chuton, il n'existe pas dans les réseaux sociaux. Alors, c'est tout à fait vrai. On a assisté depuis, mettons, une dizaine d'années, peut-être un petit peu plus, à la prolifération de revues scientifiques, parce que, tout simplement, c'est un secteur qui est très lucratif. Et donc, en dehors des grands éditeurs comme Springer, comme Elsevier et beaucoup d'autres, Nature par exemple, il y a tout un tas d'autres éditeurs qui ont émergé et des revues qui ont été créées. Alors, il faut dire aussi que la recherche est de plus en plus élargie dans le monde. Des pays entiers comme la Chine sont arrivés dans les 20 ou 30 dernières années. Et donc, ça veut dire qu'il y a un flux de production scientifique absolument fabuleux. Et les revues cherchent à faire de l'argent à partir de là. C'est le domaine assez rare dans lequel l'auteur doit payer pour lire la revue, doit payer pour publier son papier et faire tout le travail finalement. Et donc là, c'est un gros problème financier pour des organismes comme le CNRS, comme l'INSERM, parce que ça coûte extrêmement cher. Là, on arrive à des coûts pour publier un article de plusieurs milliers d'euros, ce qui représente au total en France un budget énorme. Donc là, il y a une dérive du point de vue des éditeurs et il y a des réactions du corps scientifique. Alors, il y a des prises de position récentes là, qui ne sont pas sorties, je crois, encore dans la presse, autour de ce qu'on appelle les revues prédatrices, justement à cause du fait que pour publier, ils vous demandent non seulement de tout faire, mais en même temps de payer. Sur le plan des processus que j'évoquais tout à l'heure, il y a des éléments que les scientifiques ont mis en place justement pour éviter un certain nombre de difficultés. Par exemple, quand vous faites de l'expérimentation, vous partagez maintenant les données. C'était pas évident dans le temps de partager les données parce que les constitués avaient un coût et pouvaient poser aussi des problèmes de confidentialité. Donc, partage des données, maintenant, c'est accepté par tout le monde. Le partage des algorithmes, nous sommes dans le domaine des télécommunications avec Francis, et dans ce domaine-là, il y a beaucoup de méthodologies qui vont s'exprimer sous forme d'algorithmes, et ces algorithmes sont rendus publics maintenant, lorsque vous avez une publication. Et ce qui permet à tout le monde de le vérifier et de le comparer avec ses propres résultats, de manière objective. Donc il y a des garde-fous qui ont été mis en place progressivement, justement pour éviter le maximum de problèmes. Et on est sur ce chemin. Là, il faudra continuer dans cette direction-là. Et à chaque fois qu'il y aura des problèmes, des difficultés, des fraudes, eh bien, je crois que la communauté scientifique s'attachera justement à mettre en place des mécanismes qui les évitent. Alors, peut-être une réaction selon les disciplines, parce que effectivement, une des bases de la science, c'est d'avoir des niveaux de démonstration. On peut avoir une démonstration en chimie, on a publié, on a les composants, etc., et on refait l'expérience. Donc là, on peut avoir des approches très solides. Newton, il a fait tomber sa pomme une fois, 10 fois, les autres ont fait tomber, ça marche, c'est solide. Il y a d'autres domaines où c'est beaucoup moins solide. Par exemple, tout ce qui est la théorie de l'évolution de Darwin, c'est pas une théorie scientifiquement prouvable.
parce que vous ne pouvez pas refaire les expériences déjà, donc c'est de l'interprétation. Ça n'a pas ça de la valeur, l'interprétation. Ça permet d'essayer de choses. Et dans le domaine des sciences humaines et sociales, c'est effectivement, on ne va pas refaire des expériences. On fait des études de sociologie sur des morceaux, etc. Mais sur des grandes expériences, ce n'est pas possible. Donc il y a effectivement toute une littérature sur les différents niveaux de preuves que l'on peut apporter. Et on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure, mais quand vous avez effectivement... En sciences, vous définissez un certain nombre de domaines, de conditions d'expérience dans lesquelles vos lois ou vos propriétés vont être valides. Et si on en sort, elles ne sont plus valides. C'est d'autant plus sûr si vous vous attaquez à des choses qui sont des grands nombres. Comme un matériau, il y a énormément de composants dedans. Donc là, vous allez sur des choses qui sont assez solides. Je regardais le pont du Bonneau là avant de venir. C'est beau, c'est magnifique. Il y a de la science derrière et il y a des ingénieurs qui peuvent travailler dessus. Quand vous êtes dans le domaine du petit avec le quantique, là, le chat de Schrödinger, etc., ça devient beaucoup plus délicat, les choses. Donc on a des interprétations et tout, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais effectivement, selon les domaines scientifiques, les niveaux de preuves, d'approche, etc., ne sont pas du tout de même nature. Et quand vous testez un médicament, là, vous êtes sur un sujet qui est un peu plus complexe. Voilà. Et pour revenir à un des points, on a observé, quand les Asiatiques sont montés en puissance dans la science, l'arrivée de tas de papiers comme ça, ce qui est amusant, c'est que dans les brevets, on a vu la même chose. Ils publient des brevets à tour de bras, qui ont une valeur difficile à évaluer. Donc ils ont une approche qui est un peu différente, et peut-être qu'ils sont en apprentissage aussi. Ils ont le temps de monter en puissance qui fait qu'ils adhéreront à un moment aux habitudes de la communauté globale. Je reprendrai carrément au début, parce que vous parliez d'un doctorant qui allait pour faire une thèse, etc. En fait, il n'est pas seul. Le travail de recherche, le vrai, il est en équipe, dans un laboratoire. Et avant de faire ces manips, il a étudié beaucoup le sujet, où les collègues ont bien nettoyé le truc avant. Et d'autre part, bon, bien, ça demande énormément de boulot. Et le travail se fait dans des laboratoires et pas devant des journaux. Hein. Donc, et les résultats sont publiés dans des revues scientifiques avec des comités de lecture. Enfin, c'était ce que j'avais à mon époque. Peut-être que maintenant, c'est plus comme ça, mais ça m'étonnerait. Non, rassurez-vous. Le travail sérieux, hein, on le reconnaît toujours. Non, rassurez-vous. Évidemment, la vulgarisation, c'est autre chose. Il y a des revues qui cherchent à vendre du papier, hein, ça c'est certain. Enfin, on parle de deux choses. Je pense qu'on parlait de revues scientifiques qui dégénèrent et vendent du papier. Et en vulgarisation, si on prend la recherche ou des journaux comme ça, qui font un travail de traduction, ils ne font pas que vendre du papier, ils ont un vrai travail de valeur ajoutée. Tu peux peut-être en dire un mot si tu veux. Non, rassurez-vous quand même, il y a des revues historiques qui gardent le cap. Hein. C'est simplement qu'il y a de plus en plus de revues qui émergent, mais de manière avec un objectif lucratif essentiellement. Hein. Mais il reste quand même des revues très très solides. Dans notre domaine, il y a une société qui s'appelle I3E, qui est un institut qui regroupe tous les ingénieurs de toutes les disciplines informatiques, automatiques, traitement du signal et technologie médicale par exemple, qui est une maison qui a plus de 100 ans d'âge, qui a évidemment quelques dizaines de revues qui ont créé aussi de temps en temps, parce que les champs scientifiques évoluent aussi, mais donc il reste ces repères de fondamentaux restent. Mais à côté de ça, vous avez des gens qui pensent à l'argent, au business, et puis c'est ceux-là qui sont dangereux pour l'ensemble de la communauté. Ouais. Peut-être dire un mot aussi que les communautés de recherche sont très vivantes. C'est-à-dire que les chercheurs entre eux échangent énormément, pas uniquement à travers des articles, etc., se rencontrent dans des conférences d'échange, ils discutent, utilisent maintenant les moyens comme les mails et autres. Donc, ce qui est frappant, c'est qu'il y a une vie de communauté
scientifique qui est passionné. Il y a des gens qui sont vraiment passionnés et en général ils sont recrutés après 10 ans d'études à peu près, hein, disons comme un médecin spécialisé quoi. Et ils sont loin d'avoir les revenus correspondants. Donc c'est vraiment une communauté d'engagement et de passion hein, qui doit effectivement passer au-dessus de tous ces problèmes de dopage, etc. qui existent, quoi. J'espère que la communauté à laquelle vous faites référence ne ressemble pas à celle qui est décrite dans un roman dont le titre m'échappe un peu. Je crois que ça s'appelle Un si joli petit monde. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais la question que je voulais poser est beaucoup plus naïve. Je voulais savoir quelle est la part du hasard dans la découverte scientifique. J'ai l'impression que parfois, on ne trouve pas ce qu'on cherche et qu'on trouve ce qu'on n'a pas cherché. Et je me demande comment cela peut se concilier, par exemple, avec une aide de la puissance publique, à partir du moment où on n'est pas capable à l'avance de savoir tout à fait où l'on va. Moi, je crois que les lois effectivement, tel sujet va être sorti à un moment, mais quand il est mûr, quand ça mûrit, il serait sorti après relativement facilement. Là, les lois de la puissance statistique des cerveaux qui travaillent fait que ces choses-là, on a mis un peu trop en avant l'histoire de l'inventeur génial ou du chercheur génial qui trouve. Mais c'est effectivement la maturité des disciplines qui font qu'à un moment ou à un autre, on avance. Et comme c'est très collectif comme travail, comme en plus on donne des références sur l'état de l'art, le mot qu'a prononcé Philippe, c'est très important. Donc effectivement, il y a des chercheurs qui sont plus inventifs que d'autres, hein, mais je pense que ça a toujours été un très bon choix d'investir dans la recherche fondamentale. Hein. Quand on regarde les bases des réussites économiques hein, qui sont aujourd'hui dans le monde, ça a toujours été sur du développement scientifique qui a permis du développement technologique qui donne de la puissance, quoi. Donc c'est jamais un mauvais investissement que d'investir dans la recherche. Maintenant, a-t-on les moyens et les chercheurs, bon, on a nos défauts aussi, hein, on a nos défauts, mais en moyenne, je pense que c'est un des meilleurs investissements qu'on puisse faire avec l'éducation, quoi. Et puis, tu as quand même un drôle de phénomène, c'est que quand tu fais du management de la recherche, en général, je ne veux pas t'insulter, Francis, je parle pour moi, tu es un mauvais chercheur par rapport aux chercheurs qui sont vraiment focusés et qui vivent leur vie sur ça. Et il y a un moment, ça ne sert à rien de leur dire ce qu'il faut faire. C'est à eux de diriger, et ils dirigent au senti, à l'intuition et au hasard, comme tu dis. Mais un hasard, il y a beaucoup d'intuition derrière, en fait. Tu sens des choses, et ça, il n'y a pas de management qui est capable de le gérer. Donc, il y a un moment, il faut lâcher la bride. Et si on ne fait pas ça, ben on plante la recherche. Oui, peut-être pour essayer d'aller un peu plus loin dans votre sens. C'est difficile de répondre, évidemment, pour tout le monde, pour tous les chercheurs. À titre personnel, moi, ce qui a beaucoup joué, je crois, dans les passages qui ont été fructueux, ce sont les rencontres avec d'autres, et en particulier avec des collègues qui venaient d'autres disciplines. Il y a là, des fois, des choses qui se passent qu'on ne connaît pas bien, qu'on ne maîtrise pas, mais qui permettent d'aller plus loin. Alors, ces instants-là sont quand même relativement rares. Hein. Sur de longues périodes, à partir d'une petite rupture, on va faire de l'amélioration, c'est-à-dire on va améliorer en performance, en temps de calcul, en efficacité, etc. Et en particulier pour l'imagerie médicale. Vous l'avez vu dans les journaux ces derniers temps. Les progrès qui sont faits en IRM, ce n'est pas une rupture au sens fondamental du terme, c'est une rupture par contre technologique, parce qu'on a été capable de construire une machine avec des très hauts champs. Et ce sont des améliorations. Le principe de l'IRM remonte à 30 ans. Donc, vous voyez, souvent on ne travaille que pour gagner un petit peu par rapport à l'état de connaissance établi précédemment. Mais c'est déjà beaucoup de gagner un petit peu. Merci. On va passer à la deuxième partie de cette conférence.
Donc on a parlé de la méthode, de la communauté, comment c'est géré, etc. Donc c'est clairement pas une communauté pure, et heureusement, parce que pur c'est toujours dangereux. Donc il y a des dérapages, il y a des fautes, etc. Mais il y a une communauté forte qui est là pour essayer de contrôler ces dérapages. Par contre, ce qui est plus grave, c'est qu'il y a un dénigrement massif de la science et des chercheurs, qui fait que les valeurs, enfin les connaissances, les vérités apportées par ce monde-là, mis dans le monde global, perdent de sa référence, et on a ces histoires de terre plate. Donc, je propose, Jean-Louis, est-ce que tu peux nous dire comment on peut renforcer la confiance dans le monde scientifique? Oui, j'ai donné quelques exemples tout à l'heure là sur le partage des données, sur le fait de rendre public les méthodes qui sont utilisées, renforcer évidemment la comparaison avec l'état de l'art, ce qu'on appelle l'état de l'art, c'est-à-dire le niveau le plus haut qu'on a atteint jusqu'à présent, et de comparer ces résultats à cet état de l'art. Ce sont des étapes fondamentales pour réussir à avancer dans cette confiance, finalement, dans ce qui est proposé comme dans les articles et dans les revues scientifiques. Il restera de toute façon une part de risque, une part de fraude potentielle. Les scientifiques ne sont pas meilleurs ou mieux que quiconque dans le monde. Donc il y aura toujours ce risque-là, je crois. Mais de nouveaux outils seront mis en place demain encore pour faire en sorte qu'on soit de plus en plus sûr. Ce qui est le drame dans les publications mercantiles que j'évoquais tout à l'heure, qui nous font beaucoup de mal, c'est le fait que les résultats de ces publications se terminent souvent d'ailleurs par des conclusions du genre « il faudrait refaire l'expérience parce que c'est un résultat provisoire », etc. Mais ces résultats provisoires, ils sont pris après dans des mouvements complotistes qui vont les utiliser. C'est ça qui est dramatique quelque part aussi. C'est-à-dire le manque de sérieux des revues scientifiques a des répercussions parce que reprises après par des mouvements qui ne sont plus du tout scientifiques du tout. Peut-être, puisque dans un premier temps, on dit que l'argent qui vient du privé n'est pas de l'argent sale, on peut en faire de très bonnes choses avec. Mais il y a aussi des cas où effectivement, Monsanto Bayer par exemple, finance un certain nombre d'études là, sur la substance là, du Roundup, je ne sais plus comment elle s'appelle, où effectivement... Le glyphosate. Oui, c'est ça, le glyphosate. Bon, j'ai une sœur chimiste qui me dit, mais le glyphosate tout seul, effectivement, il n'y a pas de preuve que le glyphosate tout seul peut provoquer des cancers, etc. Mais si on regarde ce qu'il y a maintenant, avec quoi on le mélange, là, on sait qu'il y a des effets. Et il suffit de dire, je paye, je fais des études. Donc il y a aussi cette partie très grise. On utilise la science comme influence, comme résultat de la science comme influence. Donc là, c'est plus, j'allais dire, tout à fait la responsabilité des scientifiques, parce qu'eux, ils cherchent aussi des moyens pour faire leur recherche. Et il y en a qui, effectivement, devant, j'allais dire pas nécessité, mais devant l'attrait que peut présenter le financement de certaines études, eh bien, prêtent leur nom quelque part à des choses qui sont effectivement pas scientifiquement correctes et pas moralement, scientifiquement correctes. Ça existe aussi, hein, mais il ne faut pas tout jeter pour ça, quoi. Alors, on a un avantage, c'est qu'on a autant de gens qui vont essayer de tricher, qu'on peut en avoir dans le sport. La grosse différence, c'est qu'il y a beaucoup moins d'argent quand même pour les chercheurs que pour les sportifs. Donc la tentation à aller tricher est un petit peu plus faible. Et l'expérience que j'ai d'accompagnement des chercheurs vers le monde industriel, ce filtre de pop, où est-ce que vous m'en emmenez là, c'est pas ça, la recherche que je veux faire, il est quand même très fort. Donc on trouvera toujours des cas de chercheurs qui se font acheter, mais il y a quand même massivement
des gens qui... moi, cette recherche, c'est dans cette direction-là que je veux la faire. Si c'est pas ça que vous voulez, ben, moi, je prends pas l'argent et je fais autre chose. Non, je crois qu'il faut redire ça, justement. C'est une toute petite minorité qui pose problème à tout le monde, mais qui est concernée par ce genre de pratique. La plupart des chercheurs que vous pouvez rencontrer dans votre famille ou dans des rencontres comme celle-ci, sont des gens qui, comme disait Francis, ne sont pas payés des fortunes, mais sont des passionnés de ce qu'ils font et qui ont liberté d'attaquer les problèmes qu'ils veulent. Donc il y a des compensations quand même qui sont assez fabuleuses et qui font qu'il y a une imperméabilité par rapport à tout un tas de choses négatives, disons. Donc la notion de vérité, c'est pas un bloc, c'est pas monolithique. Il y a différents niveaux de vérité. Il y a la vérité, le mathématicien prix Nobel qui parle, pas de prix Nobel, Médaille Fields qui parle au prix Abel. Ils ont un niveau de vérité qui est compréhensible par assez peu de personnes. Et puis après, lorsqu'ils parlent aux spécialistes d'image médicale quand on a besoin, parce qu'il faut faire une reconnaissance, c'est un autre niveau de vérité qui est partagé et compris par les deux, peut-être pas par nous tous ici autour de la table. Et puis il y a le dernier niveau, enfin le dernier non, parce qu'on peut mettre ça dans le paquet, qui est plus permettre à tout le monde de comprendre ce dont on parle. Francis, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces différents niveaux de vérité ? Oui, parce que si on parle, je dirais presque un peu philosophiquement, de ce qui est la vérité, en fait, c'est une notion qui doit se confronter à la complexité des choses que l'on attaque et à la subjectivité aussi de notre monde. Et effectivement, on a eu un grand mouvement de sciences matérialistes, hein, parce qu'on s'est attaqué, comme j'ai dit, à du matériel, des choses que l'on pouvait étudier, reproduire, etc. Je dirais pas que c'était simple, parce que c'était des... Mais effectivement, on pouvait procéder par réduction. On réduisait, on étudiait des parties, on les assemblait, et on pouvait avoir des choses très reproductibles, avec peu de paramètres finalement. Ensuite, quand on arrive au domaine des sciences de la vie, là, les choses deviennent plus complexes, beaucoup plus complexes. Savoir combien de mécanismes sont à l'œuvre dans une petite de nos cellules, dans la nature, comment tout ça fonctionne, la complexité des écosystèmes auxquels on s'intéresse maintenant pour l'écologie. Donc là, on est dans un domaine où il y a beaucoup plus de paramètres, une complexité d'enchaînement, et là, la vérité devient quelque chose de plus difficile. Moi, j'ai travaillé un moment à Pasteur, je regardais comment se faisaient les expériences, on faisait une expérience, il y avait 60% de positifs, on disait c'est bon, on avance, quoi. Parce qu'on n'est plus dans un domaine où on peut avoir, entre guillemets, une vérité très simple, très forte, très reproductible. Et quand on regarde comment on teste des médicaments, on prend beaucoup de précautions. Un groupe qui ne reçoit pas de médicaments, un autre qui prend effectivement le vrai médicament, et puis un autre un placebo. Et on voit bien que si on a 70% de réussite avec un médicament, mais avec l'autre placebo il y a 30%, en fait il n'y a plus que 40% qui ne comptent. Bon, c'est compliqué, parce que pourquoi l'effet placebo? Je pense qu'on s'y intéresse pas assez, selon ses croyances, ça peut être le corps, l'esprit travail, ou tout simplement qu'il y a beaucoup d'autres paramètres en jeu qu'on ne maîtrise pas, hein, et qui évoluent. Donc au bout d'un moment, la science là se retrouve pas, c'est comme la pomme qui tombe, ou le satellite que l'on envoie, il peut y avoir quelques aléas, mais en moyenne c'est très reproductible. Donc là, on a une notion de complexité qui rend la vérité quelque chose de plus difficile, j'allais dire plus humble aussi. Hein. Donc là, on a, moi ça fait toujours sourire quand la communauté européenne a mis des milliards pour faire, il y a 10 ans, pour faire un modèle du cerveau. Je me disais, les pauvres malheureux, s'ils savaient combien c'est compliqué un cerveau, comment ça fonctionne, comment une machine comme ça fonctionne. Et d'ailleurs, ils ont mis beaucoup d'argent et ils ne sont pas arrivés, bien sûr. Hein. Donc il y a des choses qui sont au niveau complexe. Et quand on monte, où ça se complexifie encore, c'est quand il y a l'humain dans la boucle. Hein. Alors l'humain, il est dans la boucle dans les médicaments, mais il est dans la boucle aussi dans les sciences humaines, et je me suis amusé à poser une question à notre chat GPT international actuellement. Est-ce que Trump a été un bon président? Ou est-ce que Obama a été un bon président? ChatGPT est prudent.
ça répond. Effectivement, il y a des raisons pour, il y a des raisons contre, il y a des raisons pour, il y a des raisons contre. Donc quand le monde devient très complexe, la notion de vérité est quelque chose qui est beaucoup plus dur à appréhender et qui demande d'ailleurs une éducation à la complexité. Et j'en parlerai pas ce soir parce que c'est pas le but, mais je suis en train de préparer un rapport là sur les IA génératives. On a des outils qui sont des outils de probabilité qui vont nous permettre d'aborder des questions très vastes ou disons une quantité de connaissances très vaste que l'humain lui-même n'arriverait pas dans le temps, en 1 minute ou 2 minutes, à explorer et à en faire un résumé. Mais ça veut dire qu'on peut renoncer pour certains moments à connaître, hein, on sait qu'on va étudier tel sujet, une petite partie, on va même l'étudier à fond. Et puis, dans certains autres domaines, ces approches probabilistes vont être des outils nouveaux qui vont nous permettre d'avoir une certaine perception de cette complexité. Hein. Alors, est-ce que c'est une vraie perception? Est-ce que c'est la vérité? Eh bien, c'est un outil. Hein, et donc, cette notion de vérité, je pense qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des fake news outrancières, hein, qui méritent des réponses fortes, hein, mais quand vous écoutez les journaux qui se dotent de fact-checkers, comme on dit dans notre français, eh bien, très vite, ils pataugent, quoi. Hein, parce qu'il y a des choses simples, ça oui, tout ce qui est des falsifications évidentes. Et c'est vrai qu'on en dira peut-être quelques mots ensuite. Vous avez des outils maintenant qui vous permettent de lui faire dire des âneries, ce qu'il ne dit jamais. Hein. C'est très facile à faire. Quand c'est grossier, on le détecte. Mais quand ça va être beaucoup plus fin, là, ça va être beaucoup plus difficile. Hein. Donc, les fake news, c'est quelque part de trop facile quand c'est gros, quoi. Hein, évident. Mais ça va devenir beaucoup plus simple et subtil, beaucoup plus subtil et massique. Et là, on aura un problème de fond. Qu'est-ce que la vérité? Soit c'est ce que je crois, et à ce moment-là, je filtre ce que je crois, hein, ou est-ce que je vais avoir une éducation, un moyen qui va me permettre de me faire mon opinion? Sachant que cette notion de complexité, ça explique combien la notion de vérité est quelque chose de pas très facile à maîtriser, mais il n'y a pas d'abandon. C'est justement sur des sujets complexes comme ça que les chercheurs se délectent et se jettent dessus. Les recherches sur le cerveau, on est très loin d'y arriver, mais on avance. Et donc, ce que tu as dit, je l'ai entendu de façon positive en disant il y a une complexité là qu'il va falloir aller grimper, oui. Et ça veut dire qu'on a de la recherche sur 100 ans, mais en même temps ça veut dire que dans la presse, etc., il faut qu'on fasse un peu gaffe parce que cette notion de vérité, elle est difficile à vendre. Et alors justement, tiens, on pourrait aborder ce point-là avec notre prince de la vulgarisation. Sur la vérité, j'avais une petite idée, peut-être, hein, Philippe. Ouais. Parce que pour le grand public, c'est pas évident, en fait, la vérité par rapport à la science. Parce que les gens pensent qu'on sait, et puis en fait, on ne sait pas. Et donc, la science, c'est un état de l'art à un moment donné, c'est les connaissances que vous produisez. Et pour le grand public, vous savez, donc, vous avez la réponse, quoi. Et donc, c'est un petit côté subtil qui nous amène, en fait, à réfléchir, qui nous amène à nous poser des questions par rapport, justement, à nous, à la médiation scientifique, quoi. Mais sinon, peut-être pour embrayer aussi, par rapport, moi, à mes expériences, non, peut-être, Philippe, non? Avec le grand public. Il y a deux choses que ça serait bien que tu nous indiques. J'ai un peu squeezé un point au début. Ouais, je voulais que tu nous donnes quelques exemples de fake news dans lesquels tu as été confronté alors que tu as apporté un résultat de recherche. Et puis après, nous expliquer tout ton travail, parce que je pense que c'est un vrai savoir, on peut même faire de la recherche là-dessus, de comment on traduit quelque chose, la complexité dont nous parle Francis, comment je la ramène à quelque chose où on peut débattre et qui peut avoir un impact sur la société. Ok. Alors les trois sujets dont je voulais vous parler, que j'ai vécu en direct à l'Espace des Sciences, il y en a un qui date déjà d'une dizaine d'années, mais Yannick qui est présent dans la salle m'en parlait un petit peu tout à l'heure. On a reçu à l'Espace des Sciences des très beaux livres de créationnistes d'un dénommé Haroun Yahya.
et qui nous expliquait que finalement Dieu avait tout créé, que l'évolution c'était du vent, et tout ça avec de très 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 belles photos montrant finalement que les espèces étaient figées. Bon, ça nous avait surpris sur le coup. Alors on avait avant travaillé dans un centre commercial, et donc on avait déjà entendu pas mal de choses, que les noirs couraient plus vite que les blancs, que les tomates transgéniques n'avaient pas de gènes, mais bon, ça avait été une première préoccupation. Une deuxième préoccupation que j'ai eue très très forte et que je pourrais partager avec vous, ça il y a quelques années, lorsqu'il y a eu les attentats Charlie Hebdo, vous vous souvenez sûrement, on recevait des enfants à l'espace des sciences, au planétarium, et tout d'un coup on voyait que pour certaines classes, la classe au lieu de venir à 30 élèves, elle arrivait à, j'exagère peut-être un peu, mais 20 élèves. Donc il manquait quand même un certain nombre d'élèves, et on s'était posé la question de pourquoi. Et en fait, les parents refusaient que les enfants viennent à l'espace des sciences parce que nous, on parlait du Big Bang, de l'univers en expansion, et que c'était pas comme ça dans les textes sacrés. Et donc on voyait bien qu'on avait une montée de l'obscurantisme vraiment manifeste au niveau de la société. Et puis le dernier que je voulais vous dire, j'ai préparé ça un petit peu pour ce soir. Cet après-midi, avant de venir vous voir, j'ai tapé sur votre moteur de recherche favori, prenez celui que vous voulez, la Terre est ronde. J'ai eu 19 millions de réponses en 0,26 secondes. Vous tapez la Terre est plate, vous avez 2 fois plus de réponses, 40,6 millions de réponses, et là vous les avez même plus vite encore en 0,23 secondes. Donc je pense qu'on est aussi, moi je suis passionné par les sciences, on est entre nous, mais on est environné quand même aujourd'hui par ce progrès, cette progression, ouais, plutôt, c'est pas un progrès, c'est une régression, mais par cette progression des fake news qui nous envahissent de toutes parts. Et on est vraiment confronté à cela, je dirais de manière très très forte. Alors on s'est posé la question, mais pourquoi, d'où ça vient? Alors ça a été un petit peu évoqué déjà au cours de la discussion. Les jeunes passent 2 heures en moyenne sur les réseaux sociaux par jour. C'est phénoménal. Ils regardent ni la télévision, ils lisent pas de journal, et donc ils lisent pas de livres scientifiques. Et donc en cours, ils ont souvent le téléphone à portée de main, et donc leur source d'information, c'est celle-ci. Et donc sur Internet, vous le savez bien, vous trouvez tout et son contraire. Et on a eu des chercheurs qui sont venus nous présenter ça. Lorsqu'on consulte certains sites, les logiciels font en sorte d'alimenter, pour produire un petit peu de dopamine dans votre cerveau qui aime bien ça, et qu'on a besoin aussi, vous réalimente sur les sujets que vous consultez sans cesse, et finalement ça vous rassure, et puis mais finalement vous vous enfermez dans une bulle sans développement de l'esprit critique, et c'est quelque chose de contraire finalement à la culture scientifique. Alors finalement, la question un petit peu que Philippe, là, tu me posais, c'était comment faire pour finalement donner le goût des sciences, pour que la culture scientifique fasse partie de notre culture, en fait. Alors, je pense que on peut quand même, je pense, être optimiste sur certains domaines, même si globalement en ce moment les temps ne sont pas très bons. On a des scientifiques qui partagent le savoir, et nous on est très contents de donner la parole aux scientifiques à l'espace des sciences. On a dans les universités, des grandes écoles, je regarde Maud, mais on a des références en sciences-société maintenant. On a un dialogue sciences-société qui est à développer. On a donné le goût des sciences aux jeunes. Alors on en parlait un petit peu pour préparer la soirée. C'est vrai que Philippe, tu le disais, ce sont un peu des métiers quand même. Alors, bon, le mot vulgarisation, c'est vrai qu'il y a la racine vulgate, vulgaire. On pourrait parler de popularisation des sciences. Mais je pense que c'est quand même merveilleux de donner le goût des sciences aux enfants, parce que c'est par là qu'on va démarrer. Nous, on a produit une exposition sur le cerveau, vous êtes peut-être venus la voir, et on l'a fait vraiment en réaction par rapport justement aux fake news qui nous envahissent. Et donc, je ne sais pas pourquoi, mais je voyais les enfants sur leur portable et tout ça, mais je leur ai dit, mais éteignez vos portables et allumez vos cerveaux, quoi. Essayez de comprendre un petit peu comment ça marche avant de dialoguer sur je ne sais quoi. Après, je pense aussi qu'il faut comprendre, et la recherche, vous l'avez bien dit tous les deux, c'est quelque chose qui nécessite des efforts. Il y a une démarche scientifique.
Mais vous savez que les platistes, j'ai consulté aussi les sites internet, ils font très fort, hein, ils utilisent aussi la démarche scientifique, bien sûr, ils vont pas au bout des choses, mais ils vous expliquent que le niveau à bulle, lorsque vous êtes dans l'avion, lorsque l'avion se déplace, il est toujours au même niveau, la Terre est bien plate, c'est juste quand vous décollez, quand vous atterrissez, quoi. Et eux, ils font leur démarche expérimentale aussi comme ça. Donc, vous verriez leur site, allez les consulter par curiosité pour mieux les démonter, mais ils sont bouleversants, quoi. Et il y a 16%, donc comme tu le disais, de jeunes maintenant qui croient que la Terre est plate. Mais dans les choses les plus aussi farfelues, il y a Gims, là, le rappeur, là, qui a expliqué que les Égyptiens avaient inventé, enfin les pharaons avaient inventé l'électricité, que les pyramides d'Égypte c'était des antennes. Et j'ai même vu une compagnie nationale EDF, bon c'est enregistré, mais bon c'est pas très grave, hein, mais qui utilisait d'ailleurs cette référence-là pour dire que finalement eux c'était les meilleurs diffuseurs d'électricité en reprenant des dessins de pyramides avec des antennes au-dessus, des fils électriques entre les pyramides. Comme quoi on est quand même environné par ces fake news, quoi. Et donc il faut promouvoir l'esprit critique, promouvoir la démarche expérimentale, promouvoir la pensée rationnelle. Je pense aussi emmener vos enfants, vos familles à l'espace des sciences. À l'espace des sciences, bien sûr, mais aussi les encourager à lire, les encourager à réfléchir, à observer la nature, à faire des expériences pour justement faire reculer cet obscurantisme. Alors nous, à l'espace des sciences, tu me demandais un petit peu comment on fait, mais on raconte des histoires un peu comme toi qui est scientifique et écrivain. Lorsqu'on prépare une exposition ou qu'on fait quelque chose, on ne peut pas non plus démarrer brut pour point, brut comme ça, sur des sujets quand même qui deviennent complexes aujourd'hui. Il faut quand même partir du niveau de connaissance des gens, il faut les respecter, il faut nouer un dialogue avec la société, c'est essentiel, il faut se mettre aussi à son niveau. Il ne faut pas que la science soit sur son piédestal et puis explique à longueur de journée que la science est inaccessible. Il faut qu'on la rende compréhensible, qu'on utilise des termes simples. Il n'y a rien de dégradant, je pense, là-dedans. On avait le prix Nobel Alain Aspect la semaine dernière chez nous. Bon, il a expliqué des choses, je vous assure, compliquées sur l'intrication quantique, mais il les a expliquées simplement. Et je pense que c'est une grande valeur d'expliquer les choses. Et en général, les grands scientifiques, nous en tout cas ceux qu'on reçoit chez nous, ils expliquent simplement les choses. Et c'est pas une manière aussi de dénaturer les contenus que d'expliquer simplement les choses, quoi. C'est comme la curiosité, c'est pas un vilain défaut. Avant, on pouvait dire, j'ai entendu ça dans les campagnes, celui-ci, il est curieux. Mais non, c'est une valeur d'être curieux, d'essayer de comprendre les choses. Donc, à l'espace des sciences, c'est ce qu'on essaye de faire. Et bon, je pense qu'on n'est pas les seuls. Hein. Les scientifiques, vous nous accompagnez. Certains présents dans la salle, il y a Marc aussi qui fait pas mal de choses. Gilbert avec nous aussi. Donc, on fait tous des efforts pour la développer, cette culture scientifique. Et je pense qu'il faut transmettre, encore une fois, cette passion pour le goût de la connaissance, qui est quelque chose qui n'est pas achevé. Et ça, qui sera jamais achevé. Et ça, c'est assez important à faire comprendre. Et j'avais beaucoup apprécié, moi, Hubert Curien, qui est venu souvent nous voir, c'était un ancien ministre de la Recherche, le père de la fusée Ariane. Il expliquait, j'aimerais bien revenir, ne serait-ce que quelques secondes dans 1000 ans, voir ce que l'esprit humain aura produit, ce que les scientifiques auront réalisé dans leur laboratoire. Et je pense qu'un peu tout est dit. C'est-à-dire qu'il y a une curiosité sans fin, il y a une humilité par rapport à la connaissance actuelle, il y a encore plein de progrès à faire, on en a quand même vécu pas mal au cours des dernières décennies, et donc faisons confiance aussi aux jeunes et puis à la culture, et essayons de marier science et culture. J'ai l'impression que... J'ai peut-être oublié des choses. Hein. Attends, je vais poser quelques questions. Dans ce que tu fais, ce que je ressens, c'est qu'il y a deux enjeux. Il y a un côté, comme tu l'as exprimé, de faire aimer la science, et la science, comme deux chercheurs l'ont exprimé, c'est une passion. Et la passion, elle se déclenche. Je sais que c'est tout petit que je me suis dit, tiens, moi je vais faire de la science. Je comprenais rien à ce que je disais, mais c'était trop beau, trop grand. Je suis allé au planétarium avec mes petites filles de 4-5 ans, et vous faites une présentation qui les a enthousiasmées. Donc peut-être que vous avez déclenché une passion dans leur tête. Alors que c'est pas un show, c'est pas du cinéma, il y a vraiment des choses qui sont dites. Donc ça, je pense que vous le faites bien. Je peux te répondre là-dessus. Enfin, je vais te poser la deuxième question, puis tu répondras.
Et puis je pense que tu as un autre objectif qui est à des gens qui de toute façon ne feront pas de sciences, parce qu'ils ont d'autres passions, il est important de partager du savoir. Et là, j'aimerais que tu nous dises quelque chose par rapport à la complexité que nous a fait sentir Francis tout à l'heure, comment toi, tu pars de tout là-haut, et puis tu arrives à quelque chose que ma petite fille de 5 ans va arriver à comprendre. Oui, ok. Moi, je pense qu'à l'Espace des Sciences, notre objectif, et le mien en particulier, c'est de montrer la science en train de se faire. Et lorsque je vois les enfants au laboratoire de Merlin qui font une expérience et qui découvrent en découvrant l'effet gyroscopique, en faisant une expérience avec de l'électricité, où on envoie 400 000 volts dans le corps humain, mais avec très faible ampérage et que les cheveux se hérissent, je me dis, waouh, c'est gagné. Je les vois d'ailleurs, on le voit. Les yeux des enfants s'éclairent. Ou lorsqu'ils sortent du planétarium, un coup j'en voyais un sortir, il disait oui, j'ai rencontré Thomas Pesquet, toutes les petites filles autour de lui le regardaient, lui il était tout content. Je me dis mais c'est bon, c'est bien, c'est très très bien. C'est-à-dire que le fait de découvrir quelque chose, je pense, donne confiance et suscite l'émotion. Et il y a un côté merveilleux aussi dès qu'on découvre des choses par soi-même. C'est comme aussi lorsqu'on peut observer des étoiles ou des plantes, des animaux. Il faut être patient, ça prend du temps et on découvre quelque chose par soi-même. Je pense que c'est extrêmement réconfortant, notamment dans le domaine scientifique, parce que pour le grand public, les sciences sont quand même difficiles d'accès. Parler au grand public dans la rue de la physique, de l'imagerie par résonance magnétique nucléaire, etc., les gens se disent « Oh là là, mais c'est pas pour nous ». Donc il faut démarrer tout petit. Je pense que c'est la meilleure chose qui puisse se faire. C'est par le biais donc de l'éducation. Après, la partie descendante, je pense que entre le savoir produit et puis la diffusion auprès du plus grand nombre, il y a malheureusement peu d'émissions à la télévision, mais il y en a quand même quelques-unes. Il y a eu, il y a quelques années, C'est pas sorcier. Il y a encore quelques émissions scientifiques. C'est vrai que c'est quelque chose à promouvoir. Il y a quelques pages scientifiques dans les journaux, dans les quotidiens français, Le Monde, Ouest France, il y en a maintenant une le jeudi. C'est quelque chose aussi à développer. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que pour beaucoup de personnes, la culture scientifique ne fait pas partie de la culture. Combien de fois, ça, je l'ai observé, même avec mes collègues au Champ Libre. Il y a la bibliothèque, il y a le musée. Pour eux, la science, ça ne fait pas partie de la culture. Et je leur dis, mais pourtant, je vous assure que quand vous avez compris que l'univers est en expansion, ou que vous observez le pendule de Foucault et que vous vous dites, oui, c'est bien la Terre qui tourne sur elle-même, et le pendule, lui, il oscille toujours de la même manière, et c'est dessous que ça bouge. Je leur dis, mais vous comprenez quand même des choses, et c'est quelque chose qui est votre culture, finalement, de comprendre le monde. Mais ça ne fait pas forcément partie des bases culturelles dans nos pays. À côté de ça, je pense qu'il faut faire avec, et puis faut retrousser nos manches, et puis aller de l'avant. Moi, je reste quand même optimiste, sinon on ne ferait pas le métier que l'on fait, nous non plus. Mais dans les sciences, on associe beaucoup comprendre. Mais bon, par mon expérience personnelle, moi, je sais que je me suis mis aux sciences alors que je ne comprenais pas ce que je lisais. Oui. Mais il y a ce côté, alors là je vais faire un lien avec Jean-Louis, pour moi, poésie et science, ça marche avec, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut lâcher bride, tu n'es pas obligé de tout comprendre, tu lis, et puis il y a des choses qui se passent un peu au-dessus, et à un moment, ça va retomber dans le comprendre. Mais il y a un côté poétique de la science qui est quand même ce qui nous fait vibrer. Enfin, moi, ça fait des choses, et il y a des frissons de temps en temps dans le dos. Michel a dit beaucoup de choses que je partage absolument. Je pense que quand on a l'esprit de chercheur, enfin tel que je l'entends moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir de frontières quelque part. Je pense qu'il faut passer de l'autre côté en rencontrant ce que j'ai dit tout à l'heure, en rencontrant les autres philosophes, expérimentateurs. Moi, je ne suis pas un expérimentateur fondamentalement. Et donc, après, le monde est vaste et mettre des cloisons partout, je crois que ça, c'est vraiment dommage. Et pour les enfants, moi, je suis frappé des fois d'avoir entendu des gens me dire il ne connaît rien en maths, donc il n'arrivera jamais à faire ceci, faire cela.
c'est dramatique pour moi parce que je crois qu'il suffit que le monde s'ouvre pour que les choses changent complètement. Et on partage avec Michel aussi ce souci d'aller vers le grand public. Il y a un certain nombre d'ouvrages qui vont être publiés prochainement entre un éditeur rennais et puis l'Espace des Sciences, dont un qui rejoint l'invité que vous aviez, Georges Jouzel, parce que c'est un océanographe qui va traiter du rôle des océans dans le climat. Donc on va vers eux avec des émissions radio aussi. Toi, tu faisais une émission sur la science en question. France Bleu. Je crois qu'il y a tout un effort à faire, mais pas en fermant les sciences sur elles-mêmes, quoi. Parce que ça, ce serait dramatique. Moi, je suis frappé, vous connaissez certainement des mathématiciens qui étaient des grands pianistes, des grands musiciens. Et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas aussi possible. Les informaticiens qui étaient des Et grands poètes. pour les enfants, leur dire que c'est possible, c'est déjà un grand pas de fait, je crois. Je crois que Francis veut réagir. Je voulais réagir parce que finalement, ce besoin qui est exprimé de vulgarisation, de faire ce contact, pour moi, ça évoque ce que disent certains, c'est que dans le développement au 19e de la science, quelque part, la science a fini par remplacer la religion, et avec ces grands prêtres, avec cet isolement et ce jargon qui peut aussi exister, et quelque part, effectivement, parce que c'est des métiers passionnants, c'est des métiers de sacerdoce, un peu la science, mais on en oublie à quoi elle sert aussi. Et donc, ce mouvement-là, il est extrêmement important, mais parce qu'on a créé cette forme d'isolement. Et les gens qui croient que la Terre est plate, moi, j'y crois pas qu'ils y croient. Quelque part, ils ont vu des photos, etc. Mais c'est plutôt des réactions de croyance, de foi, d'anti-science qui s'expriment en disant tout ça, c'est une chose que nous avons inventée, etc. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui les dépasse. Donc, ce côté, il faut aussi regarder, parce qu'il y a toujours des raisons aux choses. Il n'y a pas... C'est effectivement... les photos de la Terre, on les a. J'ai vu une superbe pub, il y a d'Orange, il y a... Quand on a développé le mobile, il y a peut-être une 15 ans ou 20 ans, et tu avais quelqu'un qui était au bord de au bord peut-être en Bretagne, justement, au bord de la mer, etc. Et puis, le soleil se couchait, et il y avait... un de ses correspondants qui était en Chine et qui disait « ça y est, je l'ai, le soleil se lève » quelque part. C'était magnifique comme image de vulgarisation. Mais je pense qu'il faut aussi regarder que les scientifiques ont aussi leurs responsabilités, parce que quand ils sont dans leur labo, dans leur tour d'ivoire, c'est tellement passionnant, etc., qu'ils en oublieraient. D'ailleurs, disent les gens, la société doit nous financer. Comme quelque part, dans les monastères, on disait on doit nous financer. Donc il y a eu peut-être cette perte, mais qui en même temps, comme le monde est complexe, il faut aussi se mettre à la place du jeune de 10 ans, de 15 ans, etc. Il voit tout ça, et il se dit quelle est ma voie dans tout ça. Et la compréhension de la voie de la science, elle n'est pas aussi simple que ça. En plus, il y a le problème des maths, qui sont des problèmes essentiellement d'ailleurs de langue, de langage, parce que quand on a une bonne connaissance du langage, etc., on comprend les problèmes de maths, déjà. Donc il y a des problèmes comme ça, donc je me dis qu'il faut aussi se regarder, se mettre à la place de ces jeunes qui, finalement, la science, on leur dit, ça va être difficile, parce que c'est vrai que c'est difficile, et peut-être qu'ils sont plus attirés par la facilité. Faut regarder. Il y a une telle offre à côté de films, de séries, et de relations, puisque les réseaux sociaux, c'est aussi des relations. Il n'y a pas que le mauvais côté des fake news dans les réseaux sociaux. Donc quelque part, je pense qu'il faut que vraiment on réfléchisse en disant, c'est peut-être dommage aujourd'hui que la science ne soit pas vécue au niveau où elle devrait l'être, mais il faut aussi que ce travail, c'est comme une religion qui s'isole. Et à ce moment-là, si jamais il y en a quelques-uns qui fautent, comme pour les scientifiques, à ce moment-là, on rejette tout. Et en fait, quand on voit, en plus, comme on confond science et expertise, et qu'on voit des chaînes de télévision qui font se succéder des experts qui se contredisent, finalement, la vérité dans tout ça, c'est quand même pas si simple.
Donc on a un problème d'éducation, je pense, à cette complexité du monde et comment on peut avoir des démarches qui nous permettent de le comprendre. Hein. Et puis après, d'aller faire de la recherche, c'est encore un métier, mais il y a un tas de beaux métiers, quoi. Il n'y a pas que celui-là. Michel, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, Francis. Oui, très courte. Hein. Moi, je pense qu'il ne faut pas confondre information, un fait et l'opinion. En t'écoutant, Francis, aussi, je me disais que il est plus facile de croire que d'apprendre et de comprendre. C'est encore un petit peu différent, la compréhension de l'apprentissage. Et j'avais un souvenir aussi qui me revenait à l'esprit. On avait reçu une grande physicienne tunisienne, Faouzia Charfi, qui avait écrit un très beau livre, La science voilée. Et elle expliquait à l'université de Tunis qu'elle parlait à ses étudiants de la vitesse de la lumière à 300 000 km par seconde. Un étudiant se lève, dit « Madame, vous avez faux. Dans le Coran, elle est infinie. » Elle lui a dit « Mais non, écoutez, c'est un texte sacré, philosophique, mais à l'époque, on n'avait aucune notion pour mesurer, pour imaginer. Bien sûr qu'elle était grande, c'est probablement cette vitesse, mais ça s'arrêtait là. Mais cependant, aujourd'hui, on est confronté à ce que tu disais là à l'instant. C'est-à-dire que les croyances aussi l'emportent sur la connaissance, finalement. Oui. C'est d'autodéfense. Merci. Francis, un spécialiste du numérique. Le numérique est l'accusé numéro 1, la source des fake news extraordinaires, et on n'a encore rien vu par rapport à ce qui nous arrive. Est-ce que tu peux nous dire en quoi le numérique, l'IA, va renforcer encore ce problème, et peut-être inversement être un élément de solution pour s'apercevoir des fake news? Oui. Bon, le numérique, oui, on prête qu'aux riches, et c'est vrai que le numérique n'est pas le seul à avancer. Il y a beaucoup d'avancées scientifiques dans tous les domaines. Mais le numérique a enclenché, on a écrit à quelques-uns il y a 10 ans maintenant, la métamorphose numérique, c'est une transformation en profondeur du monde. Ça ne veut pas dire que ce soit un effacement du reste, surtout pas. Mais c'est quelque chose de très puissant, et on le voit dans notre vie de tous les jours. Je parlais de cette image magnifique du soleil qui se lève et tout, et le téléphone faisait le lien, tout ça. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant dans le numérique aujourd'hui, c'est que ça touche pratiquement toutes nos fonctions cognitives. Puisque notre cerveau, il n'est plus tout seul. Quand on formait un médecin il y a 30 ans, 40 ans, il devait savoir beaucoup de choses que face au patient, il était tout seul. Il devait, sauf s'il était en hôpital avec des équipes, etc. Et puis maintenant, on sait qu'il peut très vite aller voir, chercher un certain nombre de choses et se consacrer aussi au contact avec son patient. Donc, on a effectivement une augmentation de nos potentiels, de nos capacités cognitives. Et on sait faire des miracles, c'est de la magie. Quand effectivement, vous prenez, comme je le disais tout à l'heure, on prend un visage, on l'anime, on lui fait dire autre chose, on fait jouer des acteurs et tout. Il y a une forme de magie dans tout cela. Et cette magie, comme d'habitude, elle peut aussi donner le meilleur et le pire. Donc les fake news ont remplacé une personne, on fait dire tout et n'importe quoi à qui on veut. C'est dangereux, il va falloir apprendre à vivre avec. Parce que ça peut faire aussi de très beaux films, ça peut faire de très beau tout ça. Et je pense qu'on est en train de vivre quelque chose aujourd'hui dont le grand public se rend compte, les médias s'en rendent compte, par l'utilisation de ce fameux chat GPT, qui est miracle, on pose des questions et on a des réponses. Et ces réponses sont parfois fausses, mais très souvent, elles sont plutôt intéressantes. C'est une capacité à faire un résumé sur un sujet qu'on ne connaît pas en 1 minute, avoir une réponse structurée, etc. C'est intéressant. Et ce qui est en train de se passer va être extrêmement important pour l'humanité. Et ça va être effectivement une possibilité d'un contact entre une personne et une grande source de connaissances, sans forcément passer par des intermédiaires qui vont vous dire ce que vous devez penser, le film que vous voulez regarder, etc. On a une transformation qui va se développer. Alors je suis un petit peu passionné parce que je fais un rapport là-dessus qui devrait sortir bientôt, mais ça, c'est vraiment un instrument nouveau, parce qu'on ne va plus raisonner uniquement par la logique de raisonnement on va s'appuyer sur ce que par exemple ce que les philosophes grecs ont produit, sur ce que d'autres, etc. Et avec ces intelligences artificielles génératives, on va pouvoir creuser, avoir des éléments sur ce qui est dit.
Et si on prend la précaution de maîtriser l'entraînement de ces IA génératives, d'avoir des sortes de biens communs, quelque part, on garantira le contenu, pas forcément l'Internet que l'on prend actuellement avec ChatGPT et autres, mais qu'on garantit les contenus, on va avoir de nouveaux outils d'investigation de cette complexité. Avec la limite que ce n'est pas un fait avéré, mais c'est une vérité, quelque part, probabiliste qu'on donne. Mais si on s'appuie sur toute la connaissance qu'on a produite, cette vérité probabiliste a énormément de contenu. Donc, on va pouvoir générer des fake news, on va pouvoir détecter des fake news, puisque nos chercheurs travaillent sur les sujets comment identifier que quelque chose vient d'une intelligence artificielle. Mais si ça vient d'une intelligence artificielle, c'est pas mauvais pour ça. Ça peut être, il faudra savoir, comme n'importe quelle information dans un journal, il faudra savoir quel est le degré de confiance qu'on peut lui attribuer. Donc, à condition qu'on comprenne vraiment comment ça marche. Et c'est là où c'est très important. Parce que quand tu vas avoir chez toi tu vas expliquer comment fonctionne, c'est assez enfantin. Alors derrière, c'est plus compliqué quand on regarde. Mais le principe, il est relativement simple. Et il est miraculeux quand on regarde. Ouais, c'est vrai. Oui, il est miraculeux quand on regarde. Donc, je pense que ça va être vital de pouvoir vulgariser, c'est bien le terme, ces outils. Sinon, on laisse d'autres les accaparer. Vous les connaissez, les sujets suspects, GAFAM et compagnie, qui le font effectivement pour faire de l'argent avec. Donc, par contre, si on vulgarise, là, je pense qu'on a de nouveaux outils qui peuvent nous aider à nous développer. Et effectivement, on peut faire des fake news, mais on peut créer, des enfants peuvent, avec ces outils-là, créer, des réalisateurs, des artistes sont en train de s'en emparer. Donc là, on a un potentiel devant nous, et qui nous fera dire, y a la création, par nature, c'est pas faux, parce que c'est de la création. Donc il faut savoir comment on l'utilise. Mais effectivement, un film, c'est une fake news, comme on l'a dit pour un roman de notre ami. Et ça, je pense qu'il faut l'expliquer et peut-être redonner à la personne, à l'enfant, etc., l'idée, moi dans ce monde-là, si j'aide à comprendre ça, comment je vais pouvoir m'en servir pour coopérer avec les autres, accéder à la connaissance, et je pense que là, le numérique a ce potentiel. Mais comme de toutes les technologies, c'est comme le CRISP, là, pour couper les morceaux d'ADN, etc., ça peut faire le meilleur ou le pire. Enfin, c'est un peu comme les voitures de sport, il va peut-être falloir apprendre à conduire ce chat GPT. Et je pense que l'enjeu, c'est moins, je connais rien à un sujet extrêmement complexe et en 2 secondes, j'ai un résumé et puis je suis content. Non, je ne connais pas encore. Le point, je ne sais plus qui a soulevé ce point-là, d'où viennent les idées, du hasard, etc. Je pense que l'intérêt de cette réduction en quelques secondes, un truc que je ne peux pas aborder en moins de 10 ans, l'avoir en quelques secondes, ça va me permettre de me poser les bonnes questions et de déclencher un sujet de recherche, une réflexion, mais pas obligé un sujet de recherche si on n'est pas chercheur, mais une réflexion, parce que je vais avoir des éléments que je peux appréhender, alors que quand c'est trop grand, je ne peux pas l'appréhender, et donc je ne me pose pas de questions et je vais m'endormir. Donc il y a un permis de conduire à mettre en place à l'espace des sciences. C'est une petite remarque que je me suis faite tout à l'heure quand vous avez parlé du médecin qui avait Internet à sa disposition, et donc voilà, et je me disais, mais le patient aussi, il a Internet, il a ChatGPT, et donc qu'est-ce que ça pouvait poser comme difficulté voilà, le fait que le patient soit aussi ses outils à disposition. Je pense que c'est comme de tous ces outils. Effectivement, les patients ont ces outils, donc ils s'inquiètent, mais ce qui comptera toujours définitivement, c'est ce qu'on appelle le colloque singulier, c'est-à-dire que le médecin voit son patient. Il sait statistiquement que dans 30% des cas, c'est pas bien grave. Il suffira qu'il vienne, qu'il le voie, peut-être un petit médicament et ça passera. Dans d'autres cas, c'est plus compliqué. Et il y a des moments où il ne sait pas. Effectivement, parce qu'il y a des symptômes qui peuvent être complexes. Et à ce moment-là, c'est relativement facile à faire de dire, eh bien, il y a un certain nombre d'outils qui vont vous aider
à une aide au diagnostic, hein, et qui peut être une aide à je traite parce que j'ai bien compris, je corrobore avec c'est ça, ou alors j'envoie un spécialiste et tout. Donc il y a une possibilité d'augmentation des capacités cognitives du médecin et du patient, et les deux sont intéressantes, hein. Parce qu'un patient qui lui-même se dit « Ah tiens, qu'est-ce que j'ai, etc. » il se pose des questions, il peut réfléchir sur ce qu'il ressent et tout. Donc, quelque part, c'est un progrès conjoint qu'on peut avoir et du patient et du médecin. Enfin, ceci dit, quand tu lis le petit papier qui est avec le médicament, où tu vas chercher sur Internet les trucs, moi, en général, je tombe encore plus malade qu'avant d'y aller. Mais il n'est pas fait pour aider, il est fait pour se protéger juridiquement. Donc, c'est ça le problème. Oui, merci bien. Moi, je m'interrogeais essentiellement, c'est sur la formation du métier de médiateur. Parce que je pense que les chercheurs, on a quelques difficultés à communiquer avec le tout venant, de par le fait même qu'on a quand même notre propre vocabulaire de spécialistes. On a pris l'habitude de discuter entre nous, les chimistes entre chimistes. Je ne suis pas sûr qu'on est toujours très compréhensible par le commun des mortels. Et donc, il est indispensable d'avoir des structures de médiation. L'espace des sciences est un des outils qui ont été créés par Hubert Curien, justement, il y a une quarantaine d'années, cinquantaine d'années. Et donc, le problème, c'est qu'on a relativement peu de gens formés et, je dirais, suffisamment, avec une aura suffisante pour être acceptés par le public de façon générique. Je prendrai un exemple. Par exemple, vous prenez un chercheur invité à la télévision dans une émission assez communicante et assez excitée. Ce chercheur explique pendant une demi-heure le changement climatique. Et puis vous avez un excité, genre Hanouna ou autre, qui, en 30 secondes, vous balance 3 conneries. Et que va garder le public et que va garder la presse le lendemain? Le chercheur qui s'est expliqué pendant une demi-heure, qui a été très démonstratif, tout le monde l'a oublié. Les 3 conneries d'Hanouna, elles sont en gros titre dans toute la presse le lendemain. Donc, et ce pourquoi? Parce que M. Hanouna est très connu, il a une certaine aura, au moins télévisuelle, alors que le chercheur, de l'autre côté, n'en a pas du tout. On a eu des grands chercheurs, et des gens comme Jani, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'émission Ça m'intéresse, là, qui était pour les enfants. Eh bien, il avait réussi, lui, par sa personnalité, par le fait qu'il s'était créé une certaine aura, il devenait crédible parce qu'il était connu et parce qu'on savait. Et donc, il est important, si on veut démonter toutes ces fake news et vraiment réussir à transmettre les connaissances de la science, il faut quand même que ce métier de médiateur soit d'une part mieux reconnu, d'autre part mieux formé, et surtout qu'il y en ait beaucoup plus qui soient formés, parce que je ne crois pas que tous les chercheurs soient en capacité de s'auto-former ou de se former à la médiation. C'est pas leur job premier, ils n'ont pas été formés pour ça, et donc à partir du moment où on a des structures comme les CCSTI de façon générique, dont l'espace des sciences est un exemple, doit pouvoir se développer. Et quand vous voyez que pour la Bretagne, on en avait un, on va en avoir 2, enfin, on en a beaucoup plus que ça, parce que au sein de la Bretagne, il y a la Maison de la Mer, il y a l'Océanopolis, il y a un certain nombre d'outils qui ont la même vocation et la même fonction, mais pour autant, ça reste relativement modeste par rapport à l'ambition qu'on devrait avoir de cette transmission des connaissances
et surtout d'apporter toutes ces connaissances au plus grand nombre et non pas à tout le monde, parce que ça me paraît difficile. Je vous remercie. Ah ouais, Gilbert, tu connais bien la maison, hein. J'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à tout ce que tu as dit. Il y a une belle manifestation annuelle qui est la fête de la science, qui permet justement aux jeunes de s'exercer à la pratique de la transmission des connaissances scientifiques, quoi. Et après, c'est vrai qu'on aimerait bien qu'il y ait beaucoup plus, hein, comme tu le dis, d'espace des sciences. Et puis aussi, oui, mais des formations se mettent en place, Gilbert, maintenant dans les universités. Il y a des comment on appelle ça, des unités de valeur, je sais pas comment, un mot, tu connais ça mieux que moi, mais... Sur cet aspect-là, pour les chercheurs tout au moins, et les enseignants-chercheurs, ça fait partie de notre mission d'aller aussi vers le grand public, d'aller aussi dans les lycées, dans les écoles. C'est quelque chose qui n'est pas fait à grande échelle, qui est fait ponctuellement. Ça dépend beaucoup évidemment des gens, hein, qui ne se sentent pas forcément à l'aise dans un autre milieu que le leur. Et pour parler de choses difficiles, peut-être de manière pertinente par rapport à d'autres publics. Mais il y a des initiatives qui ont été prises et qui sont prises, je crois, un petit peu partout. Je pense aux maisons de la science, que tu connais sans doute. Vous vous souvenez peut-être aussi de l'initiative de Charpak autour de la main à la pâte. Tout ça, ça fait partie d'un ensemble, mais qui n'est pas véritablement organisé complètement. Et c'est un effort qu'il faudrait faire pour accompagner des centres comme l'espace des sciences et relayer d'une autre manière. Il y avait quand même deux composantes. Il y avait les médiateurs, effectivement, mais il y avait aussi les médias. Et dans les médias, effectivement, il y a des communautés qui sont assez organisées. Les matheux, par exemple, ont une forme de gouvernement, entre guillemets, dont ils avaient un ministre de la communication qui s'appelait Villani, et qui faisait effectivement son job, hein, pour parler des maths. Les gens du CERN, hein, ils savent aussi très bien se vendre quelque part, parce qu'ils savent que ce qu'ils font est de très haut niveau, ça mobilise beaucoup d'argent, et ils savent aussi comment communiquer. Donc il y a aussi le problème dans les médias des récits sur la science. Et là, on a effectivement quelque chose qui peut s'organiser, qui doit s'organiser, des récits sur la science. Les militaires font des récits sur la défense sur les militaires. Et effectivement, dans ces médias, hein, cette absence-là est quand même très importante. Donc il y a quelques émissions, c'est très bien. Mais quelque part, il y a effectivement, il faut faire rêver aussi. Hein, raconter les récits, c'est aussi une façon de dire, voilà, ça peut vous paraître compliqué, ça peut vous paraître, mais on peut effectivement, alors aussi bien des fictions, des films, etc. Donc il y a tout ce travail-là qui je pense, à faire. Je pense qu'il y a un rôle du médiateur qui a besoin d'être plus mis en valeur, parce que des missions pour les chercheurs, toutes les 3 minutes, on en rajoute 2. Donc à la fin, le chercheur, c'est quelqu'un d'exceptionnel, mais il fatigue aussi, donc le pauvre gars. Et puis là, il n'a pas que des patients. Villani, il avait arrêté de faire des maths. Hein, oui, c'est ça. Peut-être qu'il avait quelques qualités aussi. Bon. Pour reprendre, si vous voulez, ce que vous disiez tout de suite sur les rapports entre la science et la culture, en fait, puisque dans la question des médiations que vous posez, c'est la recherche d'un pont entre science et culture que la plupart du temps on a tendance un peu quand même à opposer, alors que peut-être la science est une culture en tant que telle. Il peut y avoir une culture de la science. Je pense par exemple à des paradigmes de vérité qui changent suivant les époques, et aussi en sens inverse. Alors, la question est un petit peu dans tous les sens, mais le fait qu'on a reproché à certains intellectuels, on va dire plus culturels, d'utiliser des métaphores, des concepts scientifiques pour élaborer leurs propres théories dans le domaine culturel. Donc en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que la science dont vous partez comme étant le paradigme essentiel, dont vous vous interrogez de la capacité qu'elle a à ensuite éclairer les autres domaines, est-ce que cette science-là ne peut pas se penser elle-même en tant que culture, donc d'une certaine façon se relativiser et éventuellement profiter des apports
de la sphère culturelle en tant que telle. Oui, non, là, je crois que vous touchez un point sensible. Je crois que Michel en a parlé tout à l'heure. Les cultures. C'est quand même étonnant que quand on parle de culture, on écarte tout de suite la science de ce champ-là. Et alors que les deux s'alimentent, enfin, je veux dire, c'est une multitude de choses qui s'alimentent entre elles. Donc, on fait partie, Michel et moi, je crois, de ceux qui essaient, à leur échelle tout au moins, de promouvoir des liens. Et pour prendre un exemple très concret, vous connaissez tous Étonnant Voyageur, le festival de Saint-Malo, et je n'arrête pas d'insister auprès de Jean-Michel Le Boulanger pour dire que les sciences auraient toute leur place aussi dans ce monde du livre. Un regret peut-être aussi que je peux partager avec vous, c'est que les scientifiques n'écrivent pas. À part des articles dont on a parlé beaucoup en tout début de cette rencontre, les scientifiques n'écrivent pas, et donc du coup, l'histoire des sciences, ils ne la restituent pas en quelque sorte. Je parlais récemment avec un des anciens directeurs de Supélec à Rennes, qui a été à l'origine de l'installation de Supélec au départ. Eh bien, cette mémoire qui remonte aux années 70, personne ne la racontait. Et je trouve ça extrêmement dommage, parce que ça fait partie de notre histoire aussi. Et quand on parle de littérature ou de science, c'est notre monde. Je veux dire que c'est pas autre chose. Et c'est vraiment dommage que les scientifiques ne s'approprient pas non plus cet instrument qui est formidable, qui est l'écriture, en dehors de leur champ de travail. Oui, d'abord, je suis tout à fait d'accord quand vous dites qu'il y a une différence. Par exemple, si on est dans une conversation amicale avec des gens, si on parle de musique ou de littérature, on est cultivé. Si on parle de science, on est pédant. On en arrive à ce point-là. Alors une remarque, moi je pense que c'est important, on oublie dans le discours là, le fait que la science elle est faite par des chercheurs ou des chercheuses qui sont des êtres humains, ce pas des machines. Donc, malgré ChatGPT, c'est pas encore des machines, je veux dire. Et ça me paraît fondamental. Et il semble quand même dans le cursus des études secondaires dans les pays latins, en général plus latins, il y a une coupure drastique entre les lettres et les sciences. Il y a un bac de lettres, il y a un bac de sciences, vous voyez, et dès le début. Et il y a dans beaucoup de familles, on dit « Ah oui, mais toi, tu as la bosse des maths, tu vas faire des maths. Ah oui, mais toi, tu aimes la littérature, etc. Va lire des livres aussi. » Et je pense que cette coupure, elle est fondamentale. Alors, on parle, une chose importante, par exemple, si on parle littérature, on parle de méthode de Victor Hugo. L'enseignant va expliquer l'œuvre de Victor Hugo, il va aussi expliquer la personne de Victor Hugo, le fait que sa fille soit morte, c'est un choc dans sa vie, le plus gros choc qu'il a eu dans sa vie, Victor Hugo, etc. Donc ça, et là, ça rejaillit sur l'œuvre. Et donc, c'est des êtres humains, on les explique en tant que des êtres humains. Maintenant, si on regarde les scientifiques, à ma connaissance, il n'y en a que deux dont on connaît la vie au lycée, c'est Pascal et Descartes, parce qu'en plus c'était des philosophes. Mais les autres, on ne connaît quasiment pas les autres. Exactement. Et donc je trouve que si on enseignait un petit peu d'histoire de la biographie des scientifiques, ça boucherait une partie du fossé. Après, il faut que l'enseignant soit bon, il va attirer l'élève, etc. Je veux dire. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, je m'arrêterai là, c'est sur le fait que, est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes politiques, j'entends par là ministres, chefs d'État en Europe, qui sont issus des milieux scientifiques? Non. Moi, j'en connais qu'une. En Allemagne. Angela Merkel. Bah oui. En physique théorique sur le quantique. Tous les autres n'ont pas de culture scientifique. Alors, je suis un peu dur à dire ça, mais c'est pas des gens qui ont une culture scientifique de base, saine, etc. Donc ils s'appuient sur des conseillers qui souvent se battent entre eux pour avoir le poste de meilleur conseiller, le plus proche du ministre, du secrétaire d'État, etc. Donc là, il y a un problème de fond. Il y a d'autres pays où il y a des fois un scientifique qui arrive à avoir le pouvoir. Alors, il y a pire que nous, il y a pire que nous. À une époque, le ministre des Télécoms japonais n'avait jamais utilisé un ordinateur. Question. Je peux poser des questions sur la notion de vérité scientifique. Bon, il y a des connaissances scientifiques communément admises,
Prouver que quelque chose est faux, comme la Terre est plate, c'est facile de prouver que c'est faux. Prouver que la Terre est absolument ronde, est-ce que c'est vrai? C'est pas tout à fait vrai, elle n'est pas tout à fait ronde. Donc en science, est-ce qu'on peut parler d'une vérité quand elle n'est pas tout à fait vraie? Alors c'est la première chose. La deuxième chose, c'est dans les sciences expérimentales, toute connaissance peut être communément admise par tout le monde, peut être remise en cause par des nouvelles découvertes. Il y a des exemples classiques. La dérive des continents, par exemple, qui était admise par tout le monde jusqu'aux années 70-80, a été remis complètement en question par la tectonique des plaques, alors que tout le monde était d'accord précédemment sur cette théorie. La loi de la gravitation de Newton a été remise en question par la relativité restreinte, puis complétée, pas forcément, c'est pas forcément faux, mais c'est complété par la relativité générale, remise en question aussi par la mécanique quantique. Donc, parler de vérité scientifique me paraît un petit peu dangereux. Alors, je sais bien que on ne peut pas communiquer là-dessus, parce que ça ouvre la porte, là, puisqu'il n'y a pas de vérité scientifique, alors rien n'est vrai. Bon, d'accord, il y a des choses fausses. Prouver que quelque chose est absolument vrai ne sera toujours et rend compte de tous les phénomènes est beaucoup plus compliqué. C'était un peu l'intervention de Francis tout à l'heure, avec les niveaux de vérité. Non, mais je suis sûr que tu as envie de réagir. Oui, juste un mot simplement, parce qu'on simplifie les choses. Mais quand on fait un modèle, une loi scientifique, on regarde les conditions de validité, on mesure, on donne des précisions à la chose. Et la pomme de Newton, Einstein, elle a continué à tomber à la même vitesse. Effectivement, après, quand on sort de ces domaines de validité, eh bien, effectivement, on peut avoir d'autres extensions. Si on réduit le nombre pour arriver au niveau quantique, effectivement, on voit apparaître de nouveaux phénomènes. Mais ça n'invalide pas la solidité de la pomme de Newton. Ça l'invalide pas, ça complète, ça élargit le champ de connaissance. Et c'est très dangereux de dire que la vérité n'existe pas. Ouais. Je trouve ça très dangereux parce que ça déconstruit tout. Alors que, effectivement, mais je regardais, avant de venir, je vous dis, ce magnifique pont-là à Obono, il est beau, il est magnifique, il s'est appuyé sur des connaissances scientifiques qui sont solides, le pont tient, que des ingénieurs ont utilisé. Donc ça, on peut le cataloguer comme connu. Et puis après, on explore d'autres choses. Et Einstein a apporté d'autres choses, etc. Parce que autrement, je trouve ça hyper dangereux de dire qu'il n'y a pas de vérité. Merci. Maintenant, on ne prend plus de dernière question. Une conclusion. Moi, ce que je retiens là, de ce débat, c'est revenir à la méthode scientifique. Je trouve que ce que nous a présenté Jean-Louis au tout début sur comment ça fonctionne, où on voit qu'il y a tout un ensemble d'étapes, et avant de dire qu'on a compris quelque chose, eh bien, il s'est passé beaucoup de vérifications. C'est important, et c'est important de la faire connaître. Je trouve que c'était important qu'on ait ce débat-là au sein de CAP. Il y a le principe d'indépendance des comités scientifiques, alors avec tous les défauts qu'il peut y avoir, mais c'est quand même une culture fondamentale dans ce milieu, comme Francis nous l'a présenté. Et je pense que c'est un outil de défense. C'est aussi un truc qui empêche la communauté de bouger très vite, mais c'est aussi un outil de défense pour pas qu'il y ait de dérives trop importantes. Et puis après, il y a tout ce qu'on a discuté avec Michel sur l'esprit critique qu'il faut cultiver, parce qu'on a tellement d'informations qu'on a plutôt tendance à ouvrir la bouche et puis attendre. Et puis croiser les sources d'informations. Parce que quand GPT en 2 secondes va nous dire si Dieu existe, on sent bien qu'on ne va pas avoir compris en 2 secondes. Donc il va falloir un peu travailler et qu'il y a peut-être d'autres sources d'informations qui vont nous aider. Il y a la culture de l'apprentissage, donc que tu pratiques de façon continue à l'espace des sciences, et de façon plus générale, un mot qu'on a un peu perdu, mais qui me semble pourtant fondamental et qui me semble être ce que tu fais, ce qu'est l'éducation populaire, qui est d'une noblesse absolue, puisque c'est ça qui fait que notre société s'effondre pas, et qu'on est capable d'avoir les uns et les autres un point de vue sur des décisions qui nous viennent d'en haut, qui sont bâties sur tout un ensemble de références, mais qu'on ne comprend pas, et donc on n'y arrive pas. Alors que si on fait ce travail d'éducation populaire, ben la société peut être redémarrer et redevenir un peu plus démocratique. Je vous laisse chacun, en très peu de temps, votre conclusion.
Qui commence? Non, mais moi je veux bien en 3 mots, hein, mais moi en 3 mots, c'est renouer la relation de confiance entre la science et la société. Oui, ben, je ne sais pas ce que je pourrais vous dire, mais je crois que l'effort doit être partagé entre nous et vous, nous chercheurs et vous. Et je crois que ce dialogue est essentiel pour l'avenir avec les nouvelles générations. Moi, je dirais en 2 mots, plus ça va, plus le phénomène d'individuation devient fort, c'est-à-dire qu'on est au centre, plus ça va, plus le phénomène d'individuation est fort, on est au centre de beaucoup d'informations, de possibilités, et quand on regarde nos jeunes, ils évoluent aussi en termes d'individuation très fortement. Le problème, c'est que pour vivre, il faut faire confiance. Et ce problème de la confiance, c'est pas uniquement dans la science, c'est faire confiance aux autres. Et pour faire confiance aux autres, il faut partager un certain nombre de visions des choses. Et la science n'apporte pas tout, mais elle apporte sur un certain nombre d'éléments, soit de la solidité, soit du questionnement, puisque le travail du scientifique, c'est d'abord se questionner et de problématiser. Et donc, il y a un apport, il n'est pas unique, mais cet apport-là, il est vraiment de valeur pour vivre dans une société de confiance. Merci. Merci.